Salut à tous, très content de te retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va essayer de se donner des perspectives moyen, long terme, notamment à travers les indices. Je sais que tu es là pour regarder des choses sur les crypto-monnaies, mais en fait, moi j'aime bien te mettre les yeux dans le rétroviseur pour te permettre d'avoir comme ça une vue d'ensemble des marchés, parce que si tu regardes simplement les crypto-monnaies, tu vas pas comprendre en fait les mouvements de fond et la volatilité sur ce type de marché. D'accord? Donc aujourd'hui, on va basculer de BTC, on va partir sur les indices et je vais te donner mon avis en fait, mon analyse technique sur les 3, 4 prochains mois concernant un petit peu la volatilité et l'ensemble en fait des marchés que constituent les crypto-monnaies et les indices. D'accord? On va passer tout de suite en fait sur le S&P 500. Le S&P 500, c'est quoi? C'est les 500 plus grosses entreprises américaines, d'accord? Elles se retrouvent comme ça sur une charte. On va essayer de regarder un petit peu ce qui s'est passé sur les deux derniers mois pour vraiment comprendre les mouvements qu'on a là et à quoi on s'expose en fait dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, on a eu la politique monétaire de Trump. On a eu quelque chose de très fort. Ici, tu as deux moyennes mobiles. Tu as une moyenne mobile rouge, courte, et une moyenne mobile jaune de 200 périodes, donc, qui nous permet de savoir si on est en tendance haussière ou en tendance baissière. Quand le cours comme ça évolue au-dessus de la moyenne mobile jaune, tu peux déjà te dire qu'on est sur une tendance haussière. Et donc, tous les retracements sur moyenne mobile sont des achats long terme. D'accord? En revanche, quand on passe sous la moyenne mobile 200, soit on est sur des anomalies de marché, soit on est plutôt sur des corrections et voilà, comme ici, des grosses corrections, des tendances baissières. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé précisément ici? Ici, c'est clairement une anomalie de marché, un crash, on peut carrément dire que c'est un crash. On est même venu chercher des niveaux d'intérêt, quasiment l'ancien sommet ici. Donc on est clairement ici sur une très forte élasticité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les marchés fonctionnent beaucoup comme ça. Quand on a une grosse réaction et une grosse élasticité, on a souvent le rebond technique derrière. C'est pour ça qu'il ne faut jamais vendre en fait quand on a de la volatilité comme ça. Et ça marche de la même manière ici. C'est-à-dire qu'on s'attend tôt ou tard à avoir le retracement du mouvement actuel. Parce qu'en fait, on a quasiment fait 25% en l'espace de 2 mois et tu peux déjà te dire que il va y avoir des mecs ici qui vont prendre des profits et je peux déjà te dire qu'ils ont pris des profits. Pas tous, mais ils commencent déjà à le faire, d'accord? Parce que c'est difficile de sortir au bon moment, d'accord? Donc pourquoi? Moi j'avais deux objectifs sur le retracement qui était celui-là. J'ai pris des profits d'ailleurs sur ces niveaux-là, hein, sur les indices, parce que 20%, 25% sur le S&P 500, c'est une performance qui est absolument incroyable dans l'espace de 2 mois. Et le deuxième objectif se situe au-dessus de la TH, d'accord? Tu peux être à peu près sûr que ces deux zones de liquidité seront probablement des zones de rejet sur lesquelles on peut connaître au moins de la consolidation, au moins du retracement, d'accord? Donc ici, on est clairement en train d'assister à une prise de profit, je vais te montrer ça. On voit comme ça mon indicateur de tendance qui vient chercher du négatif sur MACD, alors même qu'on essaie déjà de s'extraire par le haut de cette pattern-là. Donc si on vient pousser et qu'on arrive à chercher un ATH ici, tu peux être à peu près sûr que déjà, tous les médias vont en parler, parce que c'est quand même pas mal de faire un ATH sur ce type d'indice. Et puis deux, on va venir en fait chercher ici la fameuse divergence baissière qui pourrait nous entraîner sur un mouvement un petit peu plus profond. Alors l'objectif en général, c'est la moyenne mobile 200. Après, ça peut être des structures, d'accord? Mais ça, c'est bien trop tôt pour parler des objectifs baissiers, puisqu'on ne connaît pas encore vraiment le sommet de ce mouvement-là, d'accord? Donc il faut vraiment garder cet objectif-là en tête, on est dedans, et cet objectif-là en tête qui peuvent être des zones de rejet. Donc quand on se situe en fait sur ces niveaux-là, et si on commence à vraiment observer de la divergence, tu peux déjà te dire qu'on peut souffrir un petit peu sur les crypto-monnaies, et que c'est peut-être pas con d'aller TP si on a un Ether qui part chercher les 3000, 3500. Si on se situe là, c'est peut-être pas con d'aller prendre un petit peu de profit. Voilà un petit peu l'idée sur les indices. Et sur le S&P 500, c'est exactement la même chose ici sur le Nasdaq, hein. On est vraiment sur le même type de configuration. On vient vraiment ici chercher la divergence, hein. C'est très clair, on s'attend vraiment à avoir la divergence ici, même sur le Nasdaq, hein. Je dirais, tous les indices sont un petit peu dans ce schéma-là, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe concrètement sur Bitcoin? Alors sur Bitcoin, on a enfin enrayé ces outflows qu'on avait sur les ETF. On a eu 346, 616, 276 et des millions. Et là, on a enfin des inflows de 375. Alors, il faut surveiller, il faut voir si la dynamique continue de se mettre en place, si on a toujours des inflows. Mais c'est plutôt positif de commencer à ravoir des inflows alors qu'on est vraiment tout proche du sommet. Est-ce que cette correction est terminée? Je n'en suis pas si sûr que ça, d'accord? Moi, j'ai toujours des objectifs en tête qui peuvent se situer sous le support qui se situe là, mais quoi qu'il arrive, en fait, globalement, tant qu'on évolue entre ces deux bornes, c'est-à-dire la résistance qui se situe là et le support qui se situe là, on est globalement sur de la construction, consolidation, continuation haussière, d'accord? Si on vient casser ce niveau-là,
c'est ce que je t'ai dit hier, il y a probablement une zone de rebond qui se situe là. Il y a de grandes chances qu'on réintègre rapidement ce canal-là. On peut revenir chercher le haut, on peut se refaire rejeter. Sinon, si on se fait rejeter, la dernière localisation, alors attends, je vais essayer de te dessiner ça de façon plus sympa. La dernière localisation se situe clairement sur ces niveaux-là, d'accord? Ici, il a probablement un très beau long à prendre si on revient. Si on revient chercher ça, on voit que mon indicateur de tendance ici, il est plutôt dans le négatif. Donc c'est plutôt là qu'on essaie plutôt de trouver des positions à l'achat. Donc la première position à l'achat qui pourrait se prendre sur du très court terme, ce serait probablement sous support, parce que moi j'aime bien chasser sous support. C'est en général là qu'on trouve des jolies zones de rebond. Ethereum qui consolide toujours, très beau. On sent que ça pousse quand même. On sent vraiment que ça pousse. On a de très belles choses. Ça, c'est assez classique, hein. C'est vraiment typique d'une consolidation et d'une continuation haussière. Je serais surpris si on venait vraiment casser. C'est possible, hein, mais pour l'instant, faut jouer les statistiques. Quand on a des plateaux comme ça et de la consolidation, surtout une consolidation comme ça durant 2 mois, je te dirais que c'est plutôt positif sur Ether. Et j'ai quand même l'impression qu'il a bien envie d'aller casser ça par le haut. Surtout qu'Ether, pour le moment, bah, on a vraiment beaucoup d'inflow, hein. Enfin, beaucoup d'inflow, hein. Moi, je trouve que c'est plutôt encourageant. Si on regarde les datas ici, on le voit ici, on a quelque chose de très haussier, hein. On va peut-être même revenir chercher un ATH sur les ETF et sur les inflows. On voit que ça pousse, ça pousse. Donc, en fait, j'ai beaucoup de mal à te dire que je peux être baissier sur Ether, alors même que les datas sont plutôt bonnes ici, d'accord? On va pas se mentir. Je vois même un BlackRock qui possède 39% des ETF. Donc globalement, je retrouve de l'optimisme sur Ethereum parce que les fondamentaux sont solides, parce qu'on a des datas qui sont quand même plutôt sympas, parce qu'on a une charte qui est sympa. Moi j'aime beaucoup, là, ça c'est vraiment de la consolidation, continuation haussière. Donc après sur Ether, il va falloir envisager éventuellement si on casse ce range, bah, peut-être des objectifs haussiers qui se situeraient beaucoup plus haut en fait, hein. On a vraiment bah, la grosse zone tampon qui se situe clairement au-dessus des 3000, hein. Donc là, on a vraiment tous les sommets se situent là. On a là ces premières grosses zones de rejet, c'est ici. Je peux te le dire que si tu es dans le train et que Ether vient nous chercher cette localisation-là, même si j'ai vraiment du mal à le voir avant l'été, ça fait très court, il y a probablement ici des zones de profit qui sont importantes, d'accord? Et puis ensuite, bon, on a probablement la zone psychologique qui se situe là. Donc là aussi, on peut également avoir un petit peu de rejet sur ces niveaux-là. Donc autour des 3200 $. Ça peut être peut-être même un peu plus bas. J'en ai deux, j'en vois deux là, donc je vais te la noter. Hop, elle se situe même ici, d'accord? On a deux zones ici dans lesquelles on pourrait venir travailler, d'accord? Donc il faut surveiller ça. Sur Ether, c'est boule. On est plutôt dans le négatif sur MACD. En général, c'est plutôt là qu'on essaie de trouver des impulsions haussières. Il faut vraiment s'affranchir du canal dans lequel on est. On a vraiment une très belle compression ici entre ces deux bornes. Tant qu'on évolue entre ces deux bornes, l'objectif, c'est toujours de venir le casser par le haut si la macroéconomie accompagne ce mouvement. D'ailleurs, c'est intéressant parce que j'ai des news de consolidation sur Ether, donc tu vois, ça correspond plutôt bien à ce que je t'ai dit là. Voilà. Donc globalement, si je devais synthétiser ça, je pense qu'on est en train de tirer sur la corde sur un petit peu tous les indicateurs. Je surveille également je voulais te le montrer, c'est pas une inquiétude plus que ça, mais faut garder en tête que Bitcoin, ça reste ça. Ça reste quand même une performance de 600% en l'espace de 2-3 ans. Que c'est un MACD comme ça qui commence à redescendre et que tôt ou tard on reviendra visiter en fait les périodes négatives ici. Et quand on repasse négatif sous MACD, bah, derrière on a quand même des zones de construction et de retracement assez profondes, d'accord? Donc tôt ou tard on aura là aussi un mouvement de fond sur Bitcoin. Donc il faut surveiller ça. Pour l'instant, c'est haussier. Pour l'instant, les structures restent correctes, même sur Bitcoin. On va vraiment surveiller cette zone-là parce que tu sais que c'était une zone de... Hop, excuse-moi. Je sais que c'était une zone de rejet ici. C'est toujours le cas, d'accord? Au-dessus des 110 000, au-dessus des 112 000, pour moi, c'est toujours une zone de profit si on ne se fait pas rejeter une nouvelle fois sur ces niveaux-là, d'accord? Il faudrait vraiment la casser pour venir chercher des nouveaux sommets, ce que je ne crois pas qu'on puisse faire cet été, voilà, en toute honnêteté. Donc voilà, maintenant, on va attendre des nouvelles de la macroéconomie. Je te tiens au courant demain. Peut-être qu'on va attaquer Solana. Peut-être qu'on va attaquer le Total 3, peut-être qu'on va faire XRP. Je pense que ça peut vous intéresser, ça. Enfin, faire des alts pour la fin de semaine, ça peut être vraiment sympa. Sinon, je vous retrouve sur BitLearn, sur le Discord. Je te souhaite une très bonne journée et je te retrouve demain. Ciao!